Imaginez vous réveiller dans une forêt privée, prendre un vol pour Paris afin d'assister à un gala, puis terminer la semaine dans votre propre éco-village au Cameroun, avec un bus karaoké et des bains thermaux. C'est la vie réelle de Yannick Noah en 2025. De légende du tennis à icône mondiale, il s'est construit un mode de vie fait de demeures de rêve, de voitures rares et de nouveaux départs surprenants, y compris devenir père à 65 ans. Comment en est-il arrivé là? Regardons de plus près la fortune, les maisons et les choix qui façonnent l'existence extraordinaire de Yannick Noah. L'empire financier de Yannick Noah n'est pas le fruit d'une seule carrière, c'est le produit de 3 vies professionnelles. Pendant ses années sur le circuit, Noah a gagné 3,4 millions de dollars en prize money, une somme respectable pour l'époque. Il a remporté 23 titres en simple, 16 en double et est devenu une sensation mondiale après sa victoire à Roland-Garros en 1983, un exploit qu'aucun Français n'a réédité depuis, mais les gains des tournois n'étaient qu'un début. Son charisme naturel a fait de lui un aimant pour les partenariats de marque, Nike, Wilson, Société Générale et bien d'autres. Au sommet de sa carrière, il gagnait probablement plusieurs centaines de milliers de dollars par an grâce à un mélange de compétition et d'endossement. En 1991, Noah sort Saga Africa, qui devient immédiatement un tube de l'été. Entre 2003 et 2012, il vend 4,5 millions d'albums en France, faisant de lui l'un des artistes les plus populaires du pays, des titres comme Aux arbres citoyens, Angela ou Ma colère sont devenus de véritables marqueurs culturels. La musique lui a rapporté bien plus d'argent que le tennis, notamment grâce aux tournées, au merchandising et aux royalties. Selon People with Money, la fortune de Yannick Noah atteignait la somme stupéfiante de 215 millions d'euros en 2022, un chiffre qui a surpris même ses plus fervents admirateurs, et contrairement à beaucoup d'athlètes retraités dont la richesse repose presque entièrement sur leurs années sportives, Noah a bâti son empire pièce par pièce à travers des initiatives couvrant presque tous les domaines, divertissement, affaires, style de vie. Sa montée financière raconte l'histoire d'un homme qui a compris très tôt que la longévité publique dépend de la diversification. Une grande partie de sa richesse provient de l'immobilier. Au fil des décennies, Noah a investi avec un remarquable instinct, achetant au bon moment, revendant au bon moment et choisissant toujours des marchés à forte valeur stable. De son vaste domaine dans les Yvelines à son duplex surplombant Central Park, Noah a toujours considéré la pierre non seulement comme un foyer, mais comme un atout stratégique. Et au Cameroun, où il est désormais chef de son village, il a transformé des terres ancestrales en un complexe écotouristique si prospère qu'il est devenu à la fois un symbole culturel et un pilier financier. La valeur de ses propriétés le place déjà largement au-dessus de la moyenne des anciens sportifs. Mais l'immobilier n'est que l'ossature d'une structure bien plus vaste. Noah a également investi massivement en bourse, une habitude qu'il a développée au début de sa carrière musicale, lorsque les royalties affluaient et qu'il cherchait à protéger et multiplier ses revenus. Ses proches affirment qu'il travaille depuis longtemps avec des conseillers spécialisés dans les placements à long terme et à faible risque. Actions internationales de premier ordre, fonds d'infrastructure, portefeuille de marques de luxe. Un type de stratégie conservatrice mais régulière qui ne fait pas les gros titres, mais qui construit silencieusement une immense fortune. Il y a ensuite le chapitre inattendu de son travail avec CoverGirl, l'un des contrats publicitaires les plus lucratifs jamais signés par un sportif devenu artiste français. Lorsque l'accord a été annoncé dans les années 2000, beaucoup en France ont été stupéfaits. Un ancien champion de tennis représentant l'une des plus grandes marques de beauté au monde. Mais le partenariat s'est révélé être une mine d'or. Le profil international de Noah, athlète, musicien, icône multiculturelle, correspondait parfaitement aux ambitions globales de la marque. Avec le temps,
Le contrat est devenu un partenariat de licence à long terme qui continue de générer des royalties en 2025. Noah s'est également lancé dans l'hôtellerie et la restauration à Paris. Il est d'abord devenu investisseur discret, puis propriétaire à part entière de plusieurs établissements qui ont fini par former une chaîne reconnue, chez le gros Yannick connu pour leur ambiance chaleureuse et leur mélange de saveurs françaises et africaines. Ces restaurants sont devenus assez rentables pour constituer une partie importante de son portefeuille financier. Les habitués racontent souvent que le chanteur apparaissait sans prévenir le soir, saluant les clients et interprétant parfois quelques titres, transformant chaque adresse en une extension de sa personnalité. Ses ambitions entrepreneuriales ne se sont pas arrêtées là. Noah s'est intéressé à la gestion sportive et a acheté le club de football de Sedan, une entreprise risquée compte tenu des finances instables des divisions inférieures du football français. Pourtant, le projet devint rapidement une preuve supplémentaire de sa capacité à mêler passion et sens des affaires. Le centre de formation du club, créé sous son influence, devint un succès régional et fit augmenter la valeur du club au fil des années. Même lorsque l'équipe traversait des saisons difficiles, son infrastructure, son image et son influence locale permirent à l'investissement de Noah de continuer à croître. Il s'est également lancé dans l'univers de la mode avec une ligne de vêtements pour adolescents baptisée Noah Séduction, destinée aux jeunes fans qui l'avaient suivi depuis ses débuts musicaux. Bien que modeste comparée aux marques internationales, la ligne trouva un public fidèle en France et en Afrique francophone. Son succès, combiné à un projet de parfum intitulé L'eau de Yannick, ajouta une nouvelle source de revenus à son empire déjà tentaculaire. La fragrance connut une popularité inattendue après son lancement, particulièrement auprès des fans plus âgés, nostalgiques de son apogée musical dans les années 2000. Les ventes dans les boutiques duty-free et sur les plateformes en ligne assurèrent un flux continu de royalties. En 2025, il n'était plus seulement un athlète ou un chanteur, il était devenu une franchise, une marque de style de vie, une figure culturelle dont le nom seul possédait une valeur financière. C'est ainsi que People with Money l'a placé en tête de sa liste des joueurs de tennis les mieux payés du monde, annonçant qu'entre octobre 2024 et octobre 2025, il avait gagné 75 millions d'euros. Le titre fit naître la confusion. Comment un homme retiré du circuit depuis près de 30 ans pouvait-il surpasser les champions en activité? Mais la réponse était simple. La richesse de Noah ne vient plus du tennis. Elle vient du fait d'être Yannick Noah, une marque qui se vend, se produit, inspire et génère des revenus de multiples manières. Tout le monde n'adhère pas à ces chiffres impressionnants. Des sources plus prudentes, comme Celebrity Net Worth, estiment sa fortune bien plus bas, autour de 10 millions de dollars, des montants que beaucoup d'observateurs considèrent ridiculement faibles au regard de ses décennies de tournées, d'investissements et de projets commerciaux. La vérité se situe, comme toujours, quelque part entre les deux, mais peu importe où exactement. Il est indéniable que Noah a largement dépassé la trajectoire financière moyenne d'un sportif retraité. Alors que la carrière tennistique de Yannick Noah décollait à la fin de son adolescence et au début de sa vingtaine, son style de vie changea rapidement, particulièrement en ce qui concerne les symboles matériels de réussite. L'une de ses premières indulgences fut les voitures de luxe. Il a parlé ouvertement du fait qu'après avoir grandi modestement au Cameroun, avec un accès limité aux ressources, l'attrait des véhicules coûteux avait été immédiat et puissant. Il commença avec une petite BMW, un rêve autrefois hors de portée. Mais à mesure que les victoires et les chèques s'accumulaient, ses ambitions évoluèrent. Il passa rapidement à des modèles plus grands, plus puissants, notamment des versions haut de gamme comme les A633 puis les A635 Turbo. Ce n'étaient pas seulement des achats personnels, c'étaient des marqueurs évidents d'une richesse montante, certains modèles dépassant déjà les 70 000 € à l'époque. Le prix n'était pas un problème, il faisait partie du message. Noah a admis que ses choix étaient influencés par un désir de visibilité et d'assurance.
Dans une interview, il décrivait la voiture comme un outil de statut social, affirmant « La belle bagnole, c'est l'aspirateur à gonzesse ». Une remarque brute reflétant comment, dans sa vingtaine, le luxe n'était pas qu'une question de confort ou de mécanique, mais de pouvoir social. Mais il reconnaissait également la satisfaction éphémère que ses achats procuraient. Malgré plusieurs véhicules haut de gamme, il avoua « Ce n'est pas suffisant ». Le frisson disparaissait vite. La valeur, bien que mesurable en termes financiers, n'était pas durable émotionnellement. Les voitures restaient néanmoins un signe précoce de la manière dont Noah appréhenderait l'argent. Non pas simplement comme un moyen de vivre, mais comme un moyen d'exprimer son identité, de prendre du pouvoir et de s'éloigner des limites de son enfance. En 1995, au sommet de sa seconde carrière de chanteur et toujours porté par sa célébrité internationale acquise grâce au tennis, Yannick Noah acquiert un duplex haut de gamme dans l'un des quartiers les plus prisés de Manhattan, le 230 Central Park South. Situé directement en face du parc, l'appartement offrait une vue panoramique sur l'espace vert le plus emblématique de la ville, une adresse synonyme de prestige, de discrétion et de charme architectural. Noah acheta l'appartement alors qu'il était marié à la supermodèle britannique Heather Stewart-White. Leur union, qui mêlait héritage franco-africain et univers de la haute couture, en faisait l'un des couples les plus en vue de la décennie. L'appartement lui-même était vaste, lumineux et indéniablement luxueux. Avec 3 grandes chambres et d'immenses baies vitrées permettant à la lumière d'inonder les pièces, le duplex offrait une sensation rare d'espace au cœur de la densité verticale de New York. Il comprenait également plusieurs salles de bain complètes et un vaste séjour ouvert sur une salle à manger, idéale pour recevoir. Plus tard, Noah agrandit la propriété en achetant un studio adjacent pour 500 000 $, ajoutant encore davantage de mètres carrés à ce qui était déjà une résidence urbaine d'exception. En 2015, Noah mit en vente l'ensemble du bien pour 9,5 millions de $, soit environ 8 millions d'euros à l'époque. Le prix demandé reflétait à la fois l'emplacement, la qualité intérieure du bien, mais aussi le prestige lié à son propriétaire. On ignore s'il l'a réellement vendu à ce prix, mais l'annonce marquait la fin d'une époque. La reconnaissance que son mode de vie, autrefois ancré dans les cercles parisiens de la mode et la vie mondaine new-yorkaise, était en train d'évoluer vers quelque chose de plus calme et plus enraciné. De retour en France, Noah avait longtemps conservé un vaste domaine à Feucherolles, une commune paisible des Yvelines, à l'ouest de Paris entourée de nature. La propriété servait de refuge pendant les années où sa carrière musicale était la plus intense. Ce n'était pas seulement une maison, c'était un petit univers à part entière. Le domaine comprenait un lac privé, une zone boisée, des jardins paysagers et une piscine. Autant de caractéristiques reflétant à la fois son besoin de confidentialité et son profond attachement à la vie en plein air. Pendant le confinement de 2020, Noah partagea exceptionnellement un aperçu du rôle que cette propriété jouait dans son quotidien. Il décrivit des matinées passées à jardiner, de longues après-midi à écouter de la musique, et un plaisir retrouvé en feuilletant de vieilles photos et objets rangés dans des cartons jamais ouverts. Il jeûna même pendant 15 jours dans le cadre d'une remise à zéro spirituel personnel. C'était une forme de luxe non pas ostentatoire, mais intime. La liberté du temps, la liberté de l'espace et la capacité de se retirer de la vie publique sans jamais se sentir isolé. Pourtant, la propriété la plus significative du patrimoine de Yannick Noah se trouve loin de Paris ou de New York. Après la mort de son père en 2017, Noah retourna au Cameroun et endossa un rôle chargé de sens culturel et émotionnel. Il devint le chef traditionnel d'Etoudi, le village où il avait passé les premières années de son enfance. C'est sur cette terre familiale qu'il développa ce que l'on appelle aujourd'hui le village Noah, un projet qui dépasse largement la simple notion d'immobilier. Construit sur 2 hectares de terres ancestrales,
en périphérie de Yaoundé, le village Noa est un hybride entre éco-resort, centre culturel et entreprise sociale. Le complexe comprend un hôtel-boutique de 19 chambres à thème et 3 suites plus grandes, dont une réservée aux invités VIP. Chaque chambre est décorée avec des matériaux locaux, rotin, bambou, textile tissé à la main, pour atteindre ce que Noa décrit comme un style ethnique chic, mêlant confort et authenticité. Les tarifs varient de 114 à 274 € la nuit, positionnant l'établissement dans le segment du luxe intermédiaire en Afrique centrale, mais il ne s'agit pas seulement d'un projet hôtelier. Le village Noa inclut une série d'infrastructures destinées à promouvoir le sport, le bien-être et l'engagement communautaire. 3 cours de tennis accueillent des programmes pour la jeunesse régionale. Un terrain de basket complet, construit à la demande de son fils Joachim, vétéran de la NBA, accueille des tournois locaux. On y trouve un bain thermal, une grande piscine et même un bus vintage transformé en salon de karaoké. Le restaurant sert des plats traditionnels camerounais et un mini-musée expose des souvenirs de la vie personnelle et professionnelle de Noa, ainsi que des objets culturels de la région. Une école située sur le domaine accueille environ 300 enfants, offrant une opportunité éducative précieuse et rare pour la population locale. Noa a investi près de 1,5 million dans le village Noa, non seulement dans les bâtiments, mais aussi dans l'infrastructure humaine, enseignants, entraîneurs, cuisiniers et équipes d'entretien ont tous été recrutés localement. Lorsqu'on lui demanda s'il s'agissait d'un projet commercial, il rejeta l'idée. Ce n'est pas le business qui compte, mais la spiritualité de l'endroit. Pour lui, ce village est un projet d'héritage, une manière de renouer avec son passé, d'honorer ses parents et de redonner de façon digne et utile. Ce qui rend ces 3 propriétés remarquables, ce n'est pas seulement leur emplacement ou leur coût, mais ce qu'elle révèle de la transformation de Noa New York représentait ces années de célébrité mondiale, haute couture, grands concerts et ambition cosmopolite. Feucherolles offrait une pause, un sanctuaire privé au sommet de sa gloire, où la nature et la famille reprenaient le dessus. Et au Cameroun, il a trouvé une nouvelle forme de luxe, le sens, la continuité culturelle, l'enracinement. Ensemble, ces lieux forment l'architecture physique de son parcours, de jeune star à icône publique, puis à aîné, bâtisseur et guide spirituel. À 65 ans, Yannick Noa est père de 6 enfants, issus de 4 relations différentes, chacune marquant une étape distincte de sa vie. La plus jeune, Kilani, est née en octobre 2024, soit 39 ans après son fils aîné, Joachim. Cette naissance a surpris même ses amis proches et relancé l'intérêt du public pour la vitalité durable de Noa et sa capacité à se réinventer. La mère de Kilani est Malika, une femme de 35 ans, sa cadette, que Noa a rencontrée en 2022. Fille d'un diplomate africain de haut rang et professionnel du secteur médical, elle est apparue pour la première fois à ses côtés lors d'escapades romantiques à Saint-Tropez et à Yaoundé. Leur lien s'est rapidement approfondi, culminant avec l'arrivée de leur fille. Depuis, Noa vit la paternité avec une joie tranquille, partageant sur les réseaux sociaux des photos spontanées accompagnées de légendes comme Love, Love, Love ou Happy Days. C'est une image plus douce de lui, moins rockstar, davantage sage enraciné. Pourtant, le parcours de Noa en tant que père avait commencé des décennies plus tôt. En 1985, avec le mannequin suédois et Miss Suède Cecilia Rodd, il a eu Joachim, qui deviendra une star de la NBA. Joachim attribue souvent à son père son fighting spirit et son esprit libre, des influences déterminantes. Leur fille, Yelena, née en 1986, s'est tournée vers des chemins artistiques loin des projecteurs. Après sa séparation d'avec Rodd II, Noa entame une relation avec Heather Stewart White, mannequin britannique. Ils ont 2 filles, Elijah
et Jenai, cette dernière suivant aujourd'hui une carrière de mannequin prometteuse, bien que leur relation se soit terminée en 1999. Noah a ensuite racheté sa part de leur appartement de Central Park et l'a conservé jusqu'à sa vente pour 8 millions d'euros en 2015. Sa relation la plus longue fut avec Isabelle Camus, fille du producteur Jean-Claude Camus. Du début des années 2000 à 2022, ils ont partagé près de 20 ans de vie commune et élevé Joa Lucas, qui a passé une partie de son enfance à vivre sur un bateau alors que la famille voyageait. Isabelle accompagna Noah durant des moments clés de sa vie, musique, tennis et son retour au Cameroun. Après leur séparation, Noah a accueilli la solitude comme une forme de paix. Me réveiller seul dans mon jardin, c'est un luxe inestimable, confia-t-il à Gala. Il n'avait pas l'intention de recommencer une nouvelle histoire, jusqu'à ce que Malika et Kilani arrivent aujourd'hui, jonglant entre son rôle de grand-père et celui de père d'un nouveau-né. Noah vit pleinement le moment présent. Pour lui, la paternité n'est plus une histoire d'héritage, c'est une histoire d'amour, de paix et de présence. Entre 2019 et 2021, Yannick Noah s'est éloigné du tumulte de la vie publique et a entamé l'un des chapitres les plus atypiques de son parcours personnel. Il a choisi de vivre à plein temps sur un bateau, avec son épouse de l'époque, la productrice de télévision Isabelle Camus et leur jeune fils Joa Lucas. Il a traversé l'Atlantique à bord d'un voilier, naviguant non seulement sur les vagues, mais aussi sur un profond désir de liberté et de reconnexion. Pour Noah, ce n'était pas un simple voyage luxueux, c'était un rêve longtemps repoussé, né de décennies de tournées, de parentalité et de pression médiatique. « J'ai toujours aimé la mer », expliquait-il alors dans Le Parisien. Le calme, la communauté des marins, la façon dont on se salue même si on ne s'est jamais rencontré. C'est comme les motards. On reconnaît quelque chose chez l'autre. Décrivant cette vie comme un luxe incroyable, Noah précisait que ce luxe n'avait rien de matériel. Il s'agissait de silence, de rythme et de distance. En mer, il trouvait une forme rare d'anonymat. Pas de flash, pas de loge, pas d'horaire. Les journées se déroulaient auprès de son fils, qui suivait ses cours par correspondance à bord, et les nuits s'étiraient sous les étoiles, quelque part entre les Caraïbes et l'Afrique de l'Ouest. Un voyage particulièrement émouvant mena la famille à passer un mois entier en Jamaïque, sur les traces de Bob Marley. Ce fut un pèlerinage spirituel pour Noah, profondément marqué depuis longtemps par la philosophie de paix et de résistance du chanteur. Il parla ouvertement de la façon dont ce voyage lui avait permis de se sentir à nouveau proche de ses racines africaines, qu'il cherchait à retrouver depuis des années. Pour lui, la vie en mer n'était pas une fuite, mais un choix délibéré d'introspection et de présence. Mais même dans ce retrait profond, Noah ne s'est jamais complètement déconnecté du monde public. En 2025, il effectua un retour très médiatisé sur la scène du tennis en devenant capitaine de l'équipe d'Europe à la Laver Cup, reprenant le rôle autrefois tenu par le stoïque Björn Borg. À 65 ans, Noah arriva avec une énergie radicalement différente. Là où certains capitaines criaient depuis le banc ou multipliaient les discours tactiques, lui restait serein, observateur, presque méditatif. Pendant les matchs tendus, on le voyait assis en arrière, bras croisés, regard calme, offrant seulement quelques mots ou un signe de tête. Sa présence devint une force stabilisatrice, discrète mais indéniable. Son homologue, André Agassi, capitaine de Team World, apportait feu, émotion et charisme. Le contraste entre les deux hommes créait une véritable dramaturgie. Si Agassi incarnait le guerrier, Noah était le moine. Et pourtant, sous cette apparence paisible, l'ancien compétiteur restait affûté. « Il n'a pas besoin de crier pour diriger », nota un journaliste. « Il te regarde et tu comprends. » En dehors des cours, la musique reste l'un des piliers de son identité. S'il ne sort pas d'album majeur en 2025, Noah prépare une nouvelle tournée acoustique à travers la France et une partie de l'Afrique francophone. Cette fois,
Il a choisi une approche plus minimaliste. Petites salles éclairées à la bougie, arrangements épurés, et un seul guitariste à ses côtés, Nicolas Payet, collaborateur de longue date. Ses concerts sont intimes, introspectifs et largement improvisés. Noah affirme vouloir revenir à l'essence des chansons, chanter non seulement pour les fans, mais avec eux. Je n'ai plus besoin des grandes scènes, confiait-il récemment. Je veux juste ressentir quelque chose de vrai. Cette même philosophie guide désormais sa vie à Etoudi, le village du Cameroun où il passe aujourd'hui la majorité de son temps. Après avoir hérité du titre de chef traditionnel à la mort de son père en 2017, Noah a progressivement assumé ce rôle avec sérieux et avec cœur. Ses journées sont remplies de responsabilités que peu associeraient à une ancienne star du sport et de la musique. Il aide à régler des litiges fonciers, il accompagne les habitants dans les démarches administratives pour les visas ou les documents civils. Il écoute les plaintes, rend visite aux anciens, conseille les adolescents. À Etoudi, une blague circule. Yannick est le chef et l'agent des visas. Il en rit, mais ne dément pas. Les gens pensent que je peux tout résoudre, dit-il, et j'essaie. C'est mon rôle maintenant. Il est clair sur le type de leader qu'il refuse d'être. Je ne suis pas le vieux sage assis sous un arbre avec une canne, a-t-il un jour affirmé. Je suis là pour travailler, pour aider, pour être utile. Pour Noah, cette étape de sa vie n'est pas une retraite, c'est un retour. La boucle qui se referme. Une continuité de l'histoire, cette fois fondée sur l'héritage, plutôt que sur la célébrité, et qu'il chante devant 50 personnes dans une petite salle, qu'il encadre de jeunes athlètes, ou qu'il organise une canalisation d'eau pour l'école du village. L'objectif reste le même, présence, générosité et sens. Le monde de Yannick Noah en 2025 est riche, non seulement en fortune, mais en histoire, en risque et en renaissance. Qu'il mène une existence paisible à Etoudi ou qu'il vive dans un gratte-ciel à Manhattan, chaque lieu qu'il touche reflète ce qu'il est devenu. Un homme de passion, de mouvement et de sens. Mais derrière tous ses succès, son plus grand luxe est peut-être simplement de vivre selon ses propres règles. Et vous, échangeriez-vous une vie calme contre une vie comme la sienne? Quelle facette choisiriez-vous? Chef de village ou icône urbaine? Dites-le nous, et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres histoires inattendues.